La Française, concepteur de solutions d'investissement alliant performance et durabilité, vous présente et plus encore. Approchez, j'ai une information importante à vous donner. Je crois qu'on a un petit talent de prédiction. Voilà la 6e émission qu'on fait depuis le début de l'année. Et une fois sur deux, on est tombé sur un jour de grève. 7 février, 7 mars et aujourd'hui, 6 juin. Merci à toutes les équipes d'être là. Merci à vous d'être là. Bienvenue sur le plateau de Et plus encore, le magazine de la gestion de patrimoine et de la finance sur H24 Finance, LinkedIn et YouTube. Alors aujourd'hui, on va se livrer à un petit exercice de prédiction, non pas sur les futures grèves, mais sur l'évolution des marchés le semestre prochain, sans transition, générique. Bonjour à tous, forte connotation financière pour notre émission de ce jour. La preuve avec le programme. Nous commencerons dans quelques instants avec le point marché de Nadine Trémolière. Des marchés, il en sera aussi question à l'occasion de notre G3 Bourse. Nos invités seront aujourd'hui Eric Turgeman d'Ophi Invest Asset Management, Jean-Louis Delay de Crédit Mutuel Asset Management et Kevin Tozé de Carmignac. On parlera finance aussi, mais du côté non coté, avec Paul Moreno-Bleuséville, le président d'Opal Capital, la plateforme digitale dédiée aux non cotés de Tikeo. Bref, de la finance à haute dose qui sera toutefois égayée par le journal décalé de Georges Delataille avec son lot d'informations réglementaires, notamment, voilà, on attaque tout de suite avec le point marché. Le point marché avec nous, fidèle au poste, Nadine Trémolière. Bonjour. Bonjour Jean-François. Directeur de Primonial Portfolio Solutions. Tous les mois, on se retrouve pour faire donc ce point marché. On commence tout de suite, si vous le voulez bien, et on va regarder le tableau des actions. La couleur est pas très jolie. Il y a quasiment pas de vert. Si on fait donc référence à une comptine enfantine, ce ne fut pas un joli mois de mai. Non, pas vraiment, mais rappelez-vous aussi, on a eu un beau début d'année. Et donc, le mois de mai, on va dire, il y a un petit peu de prise de profit. On le voit peut-être plus marqué sur la partie européenne, qui était en avance. La première fois depuis, on va dire, pas mal de temps, on avait une surperformance de l'Europe par rapport aux États-Unis. Et c'est vrai que ça a tendu à se corriger pendant ce mois de mai. Je ne sais pas si c'était un joli mois de mai, tout au moins, c'était un mois de mai un peu traditionnel. On a tendance à dire que c'est un mauvais mois pour les marchés actions. Ok, clin d'œil quand même. Il y a une case en positif, c'est le marché américain, plus 0,4%. Pourquoi ? Très soutenu par les technos. Je veux dire, le seul indice qui a réellement progressé au cours du mois, c'est la technologie. Le Nasdaq, rappelez-vous, quand on regarde le Nasdaq 100, on est en hausse de plus de 30% depuis le début de l'année. Donc, effectivement, on sent qu'il y a une espèce d'euphorie sur ces technologies. Et donc, voilà, c'est ça qui a soutenu, ces grandes capitalisations ont soutenu le S&P. Nadine, on a fait le choix sur ce tableau récapitulatif qu'on utilise tous les mois de ne pas se limiter de mettre les chiffres du mois, mais de les mettre en tendance. Je voudrais qu'on regarde 2 éléments de tendance. Vous nous expliquiez que jusqu'à présent, c'était l'Europe qui avait tendance à surperformer les États-Unis, ce qui n'est pas le cas le mois dernier. Il y a en revanche des choses qui ne bougent pas. Les small caps, on les voit. En mars, elles affichent un résultat négatif. En avril, elles sont légèrement sous les large caps. Là, elles sont à nouveau légèrement sous les large caps. C'est quoi qui les pénalise ? C'est la liquidité, leur biais domestique, c'est quoi ? Je pense que le biais domestique, le fait qu'il y ait une composition peut-être un petit peu plus, on va dire, centrée sur effectivement les pays, mais on observe exactement ce même phénomène aux États-Unis. Quand vous prenez le S&P depuis le début de l'année, globalement, on est en hausse de 9%. Quand vous regardez le Russell 2000, qui inclut effectivement toutes les moyennes et petites capitalisations aux États-Unis, on est à 0. Donc on a ce phénomène qui est peut-être que les investisseurs considèrent que les grandes capitalisations, encore une fois, très aidées par des très larges capitalisations, c'est elles aussi qui ont traîné à la fois sur l'Europe le luxe, à la fois aux États-Unis par les technos. On sent qu'effectivement, il y a un peu ce biais qui est en train de se faire vers les très larges capitalisations qui sont peut-être considérées par le marché comme étant les plus aptes à supporter les hausses des prix, à avoir un pricing power au détriment des plus petites sociétés qui sont peut-être plus effectivement domestiques et qui n'ont pas la même faculté peut-être de pricing power. Alors d'aucuns diront en regardant les tableaux que j'ai zoomé sur les small caps
mais que c'était pas forcément flagrant. Il y a un endroit où c'est beaucoup plus flagrant, c'est la Chine. Qu'est-ce qui se passe? La Chine, on avait beaucoup d'espoir. Rappelez-vous, en fin d'année, avec la réouverture de l'économie. Depuis, on ne cesse d'avoir des relatives mauvaises nouvelles, avec un contexte géopolitique qui quand même continue à peser. Je pense que les investisseurs ne veulent plus rentrer dans ce pays-là pour des raisons que l'on imagine. Je veux dire, le conflit ou l'alignement de la Chine à un certain point vers Poutine, la problématique toujours de Taïwan, qui reste quand même un sujet un petit peu prégnant. Et puis, quand on regarde d'un point de vue macroéconomique dans le pays, on a peut-être des déceptions. On pensait que la consommation repartirait. Elle n'est pas forcément repartie. On a aussi eu des résultats d'entreprises qui sont plutôt décevants, très en baisse par rapport à l'année précédente. Et je crois que c'est ce cocktail-là qui fait que la Chine, actuellement, elle est délaissée par les investisseurs. Parfait. On regarde maintenant notre tableau sur la partie des taux d'intérêt. Et alors là, on va être honnête, bon, il y a les hausses de taux des banques centrales, ok, pas sans surprise. Si on regarde le reste, c'est une stabilité invraisemblable. L'investment grade, grosso modo, on est à 80 points de base. Le high yield, ça bouge pas. Le 10 ans allemand, ça bouge pas. Et il y a un truc qui bouge, c'est le 10 ans américain. Et donc, du coup, mon fameux écart entre le 10 ans américain et le 10 ans allemand, ça croît. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, les marchés, quelque part, croient à un durcissement de la politique de la Fed? Je crois que c'est pas non plus des énormes mouvements. Je veux dire, c'est quand même relativement limite. Et c'est une bonne nouvelle pour les marchés actions. C'est ça aussi qui contribue à stabiliser le marché actions, parce que la volatilité sur les marchés de taux s'est quand même considérablement réduite. À côté de ça, on a une problématique aux États-Unis, c'est que beaucoup d'investisseurs jouer quoi? Jouer la baisse des taux, c'est-à-dire ils considéraient qu'on n'était pas loin du pivot de la Fed et que en 2023, on verrait les premières baisses des taux. Je crois que le marché est en train de reprendre un petit peu raison et de s'apercevoir que peut-être on n'est pas loin du pivot, mais que de baisse des taux de la Fed, tout au moins sur la fin de l'année 2023, c'est un peu mort, quoi. On aura plus tendance à appuyer sur pause que sur baisse. Exactement. Ok, ça nous amène de suite à regarder notre allocation d'actifs. Et alors là, je vais vous faire une confidence. Il y a quand même un truc qui me surprend, c'est que je regarde le résultat du mois et je vois plus 0,9. Alors qu'on a des marchés actions qui sont orientés à la baisse, des taux qui bougent pas. Vous avez bien vérifié les chiffres? Vous nous faites pas confiance sur la capacité qu'on a d'aller capter justement les bonnes tendances. Non, on a, premièrement, le mois précédent, on avait plutôt des marchés qui étaient plutôt en hausse et on avait un résultat qui était un petit peu décevant. Donc, il y a aussi par moments, les fins de mois peuvent un petit peu troubler un petit peu les résultats. Donc, il y a cet effet-là. Mais c'est surtout le fait qu'on a un portefeuille qui est très croissance. La croissance a plutôt bien marché le mois dernier. Donc, ça nous a été plutôt favorable. On a une ou deux thématiques qui ont très bien marché. Le développement durable, la transition énergétique, on a un fonds qui a extrêmement bien marché. Lequel? Pictet Clean Energy Transition, qui fait quand même un plus 9, qui récupère, on va dire, sur les pertes de l'année dernière, qui est autour de plus 14 sur le début de l'année. Donc, on a des très bonnes performances dans ce sens-là. On avait, par le biais d'un fonds, pareil, multi-stratégie, on avait de l'AI et de la technologie. Donc, effectivement, on en bénéficie. Voilà. Donc, des bonnes nouvelles sur ce portefeuille. Et sur notre partie émergente, dont on voit qu'elle a souffert, on a souffert autant que le marché ou on a moins souffert? On a moins souffert puisque le fonds principal qu'on utilise est à zéro. Donc, même si on se satisfait pas forcément de cela, mais on n'a pas, ils ont un petit peu réduit les positions sur la partie chinoise qui nous coûte un petit peu moins cher. Parfait. Le mois dernier, on s'était dit, le sentiment qu'il y a quand même, c'est de dire les actions se comportent bien, mais il y a quand même une montée en puissance du risque, etc. Le mois dernier, vous nous avez dit, pour l'instant, on bouge pas, parce qu'on a 45% de fonds en euros. Est-ce qu'on a envie aujourd'hui de réduire un peu la voilure? Alors oui, parce que même si on n'est pas complètement arrivé sur la pause estivale, on a quand même l'impression qu'on va avoir une dégradation progressive des indicateurs macroéconomiques et que cette fameuse récession que tout le monde attendait, rappelez-vous, il y a 6 mois, on va finir par l'avoir, notamment aux États-Unis. Donc on va lever un petit peu de notre exposition action, 25%, on va passer à 20%. Au profit de quoi? Des obligations qui, même si vous avez souligné que les spreads de crédit s'étaient légèrement appréciés mais n'avaient pas trop bougé, on pense qu'il y a toujours du portage intéressant sur cette partie-là. Donc voilà, on switch. Un produit traditionnel ou un produit daté? La dernière fois, on rappelle qu'on est rentré sur des produits datés. Je continue sur les produits datés. Au moins, on sait à peu près où est-ce qu'on va. On a un rendement qu'on fixe dès le départ. On n'a pas trop de risque de la duration puisque la duration va baisser au fil du temps. Donc voilà, moi, je suis toujours bien sur les produits datés. Je vous ai posé la question du produit. Si vous aviez un produit à me donner? Carmignac Crédit 2027. OK. Caractéristiques? Principalement, il a une option de sortie en juin 2025. Donc, sur un produit qui est pratiquement à 2 ans, on a quand même des rendements qui sont, on va dire, bruts de frais. On n'est pas loin des 7 ou 7,5. OK.
Nadine Trémolière, merci beaucoup. Tout de suite, le journal décalé de Georges Lataille. La Française, concepteur de solutions d'investissement alliant performance et durabilité, vous présente le journal décalé. Débutons par notre sujet marronnier, la RIS. Le taux d'épargne de l'Union européenne est très élevé, mais seulement 17% de cette épargne des ménages européens est détenue en titres, obligations ou actions, contre 43% aux États-Unis. L'objectif de l'Union européenne et de la RIS est très simple, faire croître ce niveau d'épargne pour que les investisseurs particuliers participent au marché des capitaux, un véritable défi. Après un fort lobbying, entre autres de la France, la Commission européenne a tranché le mercredi 24 mai en publiant les grandes lignes de la RIS. Ce projet fera désormais l'objet de négociations au Parlement et au sein des États membres de l'Union européenne. On sait déjà que le texte peut bouger et la Commission européenne se laisse en plus le droit pendant 3 ans de le durcir. On avait parlé d'une interdiction totale des rétrocessions. Elle est finalement limitée à la vente de produits d'épargne sans conseil. Et la transparence de la rétrocession est également fortement accrue. Ils veulent aussi renforcer la notion de value for money, c'est-à-dire avoir des fonds d'investissement avec une plus forte exigence de rentabilité par rapport aux frais afférents, et ils demandent aux différents régulateurs de pouvoir le surveiller et éventuellement de déréférencer des fonds qui ne seraient pas dans les clous. Alors, je vous propose de suite, on a interrogé les associations professionnelles, de regarder les réactions. On commence tout de suite avec David Charlet pour l'Anacofi. Que nous dit David Charlet? Il nous dit globalement, c'est une mauvaise proposition qui aura pour effet de réduire le financement de l'économie, même si elle dit bien que de tous les modèles possibles, celui que nous représentons est parmi les meilleurs. Nous avons aussi la réaction de Julien Serraki pour la CNCGP qui, lui, nous indique en ce qu'elle valorise le conseil fourni aux épargnants, la RIS entérine le modèle des CIF CGP français. En revanche, il conviendra de s'assurer que cette consécration ne soit pas réalisée au détriment de l'actuel modèle hybride de rémunération. Dernière réaction, celle de Stéphane Fantouze de la CNCEF Patrimoine, soulagé que la menace d'une interdiction totale des rétrocessions dans le cadre de notre schéma de distribution à la française ait disparu. Intéressant de voir que les législations vont se rapprocher pour l'ensemble des produits d'investissement financiers et assurantiels, mais le texte prévoit en revanche de nombreuses dispositions excessivement contraignantes dans la gouvernance et le processus de vente des produits d'épargne. Il y a un relatif consensus dans les opinions, et vous, Jean-François, quelle est la vôtre ? Eh bien, écoutez, le sujet, il est complexe. Alors, tout le monde a le droit de faire quelque part, de faire cocorico, parce qu'il n'y a pas marqué ban des commissions, ce qui était l'inquiétude. En revanche, il n'y a aucun doute, la pression s'est quand même accrue d'un cran. Notant que dans l'ordre des sujets quand même de la Commission européenne, la value for money est passée devant le sujet des conflits d'intérêts. Deuxièmement, vous évoquiez la suppression des rétros en l'absence de conseil, mais elle est aussi dans le collimateur, lorsque l'on n'est pas en mesure de présenter plusieurs offres. Et là, on a vu les réactions des professionnels. Là où j'ai entendu que ça couinait le plus, c'est du côté de France Assureurs. Pourquoi ? Parce que de tous les réseaux, a priori, courtiers et CIF sont les mieux lotis. Alors, faut-il craindre à cette occasion que la belle unité française vole en éclats ? C'est une question. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, il y aura d'autres épisodes et vraisemblablement des rebondissements. J'en suis persuadé, on en reparlera. Pour rester dans le monde des associations, une information qui a beaucoup fait parler ces derniers jours, le collège de l'AMF, qui a requis contre la NACOFI CIF une amende de 500 000 € et aussi une amende de 50 000 € contre son président en 2021, Patrick Galtier. Pourquoi ces amendes ? Il reproche 4 faits. Premièrement, un manquement dans les demandes d'adhésion. Deuxièmement, un manquement dans les procédures de contrôle et de sanctions. Troisièmement, une défaillance dans le recensement des conflits d'intérêts. Et enfin, un manque de coopération. L'ANACOFI conteste l'ensemble de ces faits, mais elle indique avoir quand même appliqué les différentes remarques de l'AMF. On aura le verdict dans quelques semaines, sachant que l'ANACOFI CIF peut faire appel de cette décision. Alors, 2-3 petites remarques, Georges, sur le sujet. 1, j'avoue, je suis littéralement émerveillé de la capacité des autorités de faire leur travail par d'autres, sans les rémunérer de surcroît. Alors, de temps en temps, je l'avoue, j'ai la tentation de me limiter à lire les communiqués de presse sans vraiment recouper mon information. Mais j'avoue aussi, ça heurte ma conscience. A priori, la place de la Bourse et la place de Budapest n'ont pas ce genre de problème. 2,
en termes de responsabilité, franchement, l'association d'autorégulation, ça se confirme comme un truc génial. Vous avez le droit de vous prendre des pains d'en haut, autrement dit, le régulateur, l'AMF ou la CPR, mais aussi d'en bas, et on se rappelle l'affaire Helios-CIP. 3, il y a assurément un sujet autour du contrôle. Ça a été un débat lorsqu'a été mis en place l'autorégulation dans le monde du courtage en assurance, où là, a priori, il n'en est pas question. En revanche, du côté CIF, ça devient de plus en plus présent. Et je me permettrai juste une petite remarque pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Stéphane Fantous. On constate traditionnellement une convergence de plus en plus importante entre le financier et l'assurantiel. C'était juste une petite remarque comme ça. Bon, écoutez, on a fait 2 sujets marronniers, la RIS, l'autorégulation. Je vous propose un 3e sujet marronnier avec l'immobilier qui, comme vous le savez, n'est pas aidé par l'augmentation des coûts des crédits, de la construction et bien sûr un gros durcissement des conditions d'acceptation. Le ministère de la Transition écologique vient de publier un chiffre très intéressant, 20 000. Qu'est-ce que c'est ? C'est le nombre de logements qui ont été réservés auprès des promoteurs au premier trimestre 2022. C'est un chiffre en forte baisse, qui baisse depuis de nombreux trimestres, et c'est même un chiffre qui est plus faible que celui lors du confinement. Elisabeth Borne, la Première ministre, a parlé hier. L'objectif était d'apporter plein de solutions, mais malheureusement, il y a un total consensus sur une grande déception sur les chiffres, tout ce qu'elle a annoncé. On parle même d'un énorme risque de crise sociale à cause du logement. Dans les sujets qui intéressent particulièrement les CGP, 2 points. 1, elle a confirmé la fin de la loi Pinel. Il n'y aura plus de loi Pinel. Et deuxièmement, elle a indiqué qu'elle demandait à ses ministres d'étudier la remise à plat de la fiscalité des locations, notamment meublées et touristiques, parce que ces locations se sont, selon elle, accusées d'aggraver la crise du logement, chantier qui doit déboucher par un texte dans la prochaine loi des finances. On aura donc l'occasion d'en reparler. Le risque, c'est quoi ? C'est qu'on se retrouve avec une panne sèche totale sur le marché de l'immobilier d'investissement. Je note l'élégance avec laquelle on commence à évoquer l'idée de changer les règles sur le meublé. Et j'attends par conséquent avec impatience les démonstrations pour nous expliquer que ce n'est pas une hausse de la pression fiscale. Ça sera du en même temps, vous verrez, ça va être joli ça. Bon, histoire d'équilibrer un peu le sommet de cette émission, on va changer de sujet et on va parler des crypto-monnaies. Les crypto-actifs ont un poids croissant dans l'environnement financier actuel. Selon une étude de KPMG et de l'Association pour le développement des actifs numériques, l'ADAN, 8% des Français ont déjà acquis des crypto-monnaies en 2022, dont peut-être vous, Jean-François. Moi, j'avoue, je l'ai fait. Saisi par le Bruno Le Maire, le comité consultatif du secteur financier, le fameux CCSF, vient d'engager des travaux portant sur la commercialisation et le conseil prodigué en matière de crypto-actifs. À ce titre, ils ont déjà envisagé d'obliger une meilleure formation des intermédiaires à la crypto-monnaie. D'autres réunions devraient suivre prochainement, entre autres sur la fiscalité d'achat et de revente de ces crypto-monnaies qui a déjà été pré-traitée par la loi Pacte. L'objectif du CCSF, c'est d'aboutir à un avis qui renforcera le cadre légal existant et qui permettra de davantage protéger le consommateur, comme toujours. Allez, au cas où on n'aurait pas compris, en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on est en train d'institutionnaliser les cryptos. Merci beaucoup, Georges, pour ce journal décalé. Tout de suite, l'homme dans l'actu. L'homme dans l'actu, c'est Paul Moreno-Blosseville, le président d'Opale Capital. Paul, bonjour. Bonjour Jean-François. He's back, j'aurais envie de dire. Pourquoi ? Parce qu'il était venu à l'automne dernier pour nous parler de ce projet de développement d'une plateforme digitale sur le non-coté. Paul, en quelques mots, le débrief des 6 derniers mois ? C'est un succès. On a été très content de l'accueil qu'on a reçu de la part des CGP. On s'est lancé en septembre avec un premier fonds et une équipe resserrée de CGP avec lesquels on a travaillé, une vingtaine. Et entre septembre et décembre, on a vraiment fait en sorte de tester la plateforme, de tester le produit, de s'assurer qu'il y avait vraiment une adéquation et qu'on répondait vraiment bien aux besoins. Alors, on rappelle le concept. Le concept, c'est une plateforme digitale sur le non-coté pour permettre d'accéder pour ses clients à un investissement non-coté à partir de 100 000 €, ticket d'entrée. En quoi les premiers CGP vous ont aidé dans l'amélioration de votre plateforme ? Alors l'idée, c'était vraiment d'avoir des retours sur à la fois le produit. Est-ce que le produit répond vraiment aux attentes et correspond à ce que les clients veulent pour leur portefeuille ? Première chose, et donc ça, les retours ont été dithyrambiques.
sur la deuxième partie, sur la plateforme. Vous savez, hein, quand on lance une plateforme digitale, il y a forcément les fonctionnalités que vous avez développées. Et en fait, il y a la fluidité des parcours, à quel point ce que vous dites est clair, ce que vous dites est pas clair. Donc, ils nous ont aidés à faire en sorte qu'il y ait aucun doute possible quand on utilise cette plateforme et que tout soit limpide. Ok, on s'était vu donc lors du lancement. Là maintenant, on se retrouve à l'heure des ambitions. Vous avez annoncé des chiffres pour des objectifs pour 2023. Quels sont-ils ? Eh ben, donc à l'issue de cette phase de test qui était un succès, on a décidé d'être très ambitieux pour l'année 2023 et de dépasser les 100 millions d'euros de collecte avec environ 200 CGP avec lesquels on va travailler. Ok, c'est pour ça, j'écoute régulièrement le mercato de Georges Delataille sur LinkedIn. J'ai vu que vous aviez considérablement étoffé vos équipes commerciales. Absolument. Depuis la fin de l'automne, ça a été notre tâche principale d'un point de vue des recrutements. On a recruté aujourd'hui une équipe commerciale qui va faire le lien avec tous ces CGP, les accompagner, les aider à rentrer sur la plateforme et à appréhender les produits. Bien. Aujourd'hui, vous avez combien de fonds ? Aujourd'hui, nous avons lancé 3 fonds. Alors, le premier, je me rappelle, c'était du capital développement. Vous m'en dites un tout petit peu plus ? Nous avons lancé un fonds qui investit dans un des fonds de Kinsight Capital. Kinsight Capital, il est dans le top 20 du capital développement mondial selon le classement HEC qui est tombé il y a quelques jours. Donc voilà, on travaille vraiment avec une maison qui est extrêmement performante, extrêmement robuste et qui est là depuis une vingtaine d'années. Alors, avec le second fonds que vous avez lancé, vous êtes resté dans la même typologie de produits ou bien vous avez changé votre fusil d'épaule ? Même typologie de produits, on est resté sur le capital développement, toujours investi en tech et en santé. C'est des secteurs dont on pense qu'ils ont beaucoup d'avenir. Malheureusement, c'est un peu trop tard, Jean-François. Les souscriptions sont clôturées. On est rentré en secondaire sur une enveloppe qui nous a été allouée. Ok, donc il fallait faire vite. On n'était pas tout à fait sur le même timing que d'habitude. Alors le troisième, du coup, c'est à nouveau du capital développement. Vous avez respecté le concept du jamais 203 ? Alors on a respecté le concept du jamais 203, mais on a rajouté un ingrédient de plus. C'est un fonds article 9, donc à impact, qui va investir dans des solutions qui visent à améliorer les questions environnementales ou sociales, tout en préservant la performance économique. On y croit beaucoup. Ok, donc l'objectif, justement, en termes d'objectif de perf, est-ce que ça a un impact, le fait d'avoir de l'impact ? Et quand je dis ça, pardon, mais dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est un impact négatif. Alors, et dans l'esprit de beaucoup de gens, ils ont tout à fait raison, parce que c'est ce qu'on a vu historiquement. Mais il y a une façon de faire qui permet de concilier les deux. On a trouvé ça, et donc c'est Ring Capital qui va investir pour nous dans les solutions impact. Question d'actualité. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour le private equity dans un environnement de taux qui remonte ? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que pour y répondre, il faut se dire que le private equity a vécu une période sur les 20 dernières années qui était extrêmement favorable. Il suffisait de jouer pour gagner. Désormais, la montée des taux, l'inflation, la possibilité d'une récession, tout ça fait que ça ne va pas être aussi simple et qu'aujourd'hui, il y a 2 maîtres mots. La sélection, il faut être très très pointu sur la sélection des gérants avec lesquels on va travailler. Et la deuxième chose, c'est la diversification. Il faut être assez défensif sur la façon de s'y prendre. J'entends dire que techniquement, il y a certains vendeurs contraints, notamment pour des raisons de ratio réglementaire. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Alors c'est tout à fait vrai. Par exemple, quand on prend un fonds de pension anglo-saxon, ils ont des contraintes de gestion qu'ils doivent respecter. Ces contraintes de gestion font que dans un environnement où les fonds cotés sont en train de baisser, ils se retrouvent forcés de surexposés. Exactement. On est surexposé, donc on casse ces ratios. Exactement. Et donc ils sont obligés de vendre des positions. C'est une situation qu'on va exploiter nous, dans notre quatrième fonds, pardon. On va se lancer dans les investissements en secondaire. Et donc l'idée, c'est de venir racheter les positions de ces vendeurs contraints. Comme ils sont contraints, en fait, ils sont d'accepter des décotes. Et donc, quand on combine notre capacité de sélectionner les gérants et notre volonté de diversifier, on arrive dans ce scénario extrêmement fort. Ok, donc ça veut dire que grosso modo, on achète des portefeuilles qui sont déjà constitués, donc on connaît les boîtes qu'on a en portefeuille, sauf qu'on profite du fait que le vendeur soit contraint pour les acheter un peu moins cher. Exactement. Donc on arrive plus tard, c'est dérisqué, et on arrive avec des décotes. Ok, donc ça c'est un projet qui est dans les cartons pour bientôt. Il y en a d'autres ?
Alors oui, donc ça c'est notre premier projet qui est donc un fonds de secondaire. Deuxième projet, c'est un fonds de situation spéciale. Pareil, en fait, on pense que l'environnement économique va être chahuté. Et dans ces environnements-là, les fonds de situation spéciale performent particulièrement bien. Situation spéciale, pardon, mais quand on raisonne equity, on se dit que c'est des boîtes qui sont en difficulté, qui vont remonter. C'est ça ou c'est une autre philosophie? Alors, c'est un peu différent. C'est des boîtes qui normalement ont accès à des financements sans problème parce que c'est des boîtes très solvables et qui se retrouvent dans des situations de stress temporaire. Et financement, on parle de financement equity ou de financement dette? Alors, c'est du financement très flexible, plutôt orienté dette, mais avec une possibilité d'aller jusqu'aux actions préférentielles. D'accord, mais ça sera donc plutôt un fonds plus, entre guillemets, profil diversifié que equity. Alors, plutôt plus diversifié, avec plus de protection à la baisse, puisque voilà, c'est des fonds qui, en général, arrivent à négocier des garanties en cas de situation plus compliquée que prévu. Alors, dans les projets dans les cartons, donc, vous nous dites, un fonds sur le secondaire, 2, un fonds sur les situations spéciales. D'autres idées? Oui, on va aussi proposer des fonds d'infrastructure un peu plus tard dans l'année. Toujours dans l'idée que dans cet environnement économique, il faut avoir une approche assez défensive. Et en fait, l'infrastructure coche toutes les cases de ce point de vue-là. L'infrastructure, souvent pour une clientèle particulière, c'est un produit qui est trop long. Oui. Vous allez faire quoi? Alors, on aime beaucoup l'infrastructure parce que c'est très défensif et parce que ça, il y a du rendement. Et effectivement, parfois, le problème qu'on voit, c'est que c'est trop long. On a trouvé la façon de proposer donc ces infrastructures qui sont très défensives, qui sont avec une indexation inflation, qui proposent du rendement et sur lesquels on est sur des horizons de temps relativement courts, 10 ans. Ok, donc si je retiens, grosso modo, amélioration de la plateforme depuis la dernière fois qu'on s'est vu, un objectif clair, 100 millions de collectes. Vous êtes à combien aujourd'hui? On a dépassé les 30 millions. Ok, lancement de nouveaux produits pour compléter l'offre. Donc, il n'y a pas que du capital développement, mais il va y avoir des choses autour des situations spéciales, autour du secondaire et bientôt autour de l'infrastructure. Dernière petite question, un peu clin d'œil. Vous êtes filiale de Tikehau, qui est un grand gestionnaire d'actifs en non coté. Vous m'avez jamais cité leur nom jusqu'à présent comme étant les gestionnaires choisis. Vous allez un jour bosser avec eux? Alors, notre objectif, c'est vraiment de faire la meilleure sélection, la sélection la plus pointue et sur différentes classes d'actifs. Et bien évidemment, Tikehau fait partie des maisons qu'on regarde avec beaucoup d'intérêt puisqu'ils sont très bons. Ok, je vois dans votre regard malicieux qu'on pourrait peut-être les voir arriver dans un des prochains fonds. C'est pour bientôt. Merci beaucoup, Paul Moreno-Blosseville, d'être avec nous aujourd'hui. Et on continue tout de suite dans l'univers financier, mais on revient dans l'univers du côté avec le G3 Bourse. Allez, deuxième réunion de l'année de notre G3 Bourse avec aujourd'hui, vu la performance des marchés actions sur le premier semestre, une question, stop ou encore? Pour y répondre, fidèle au poste, le directeur des gestions diversifiées, épargne salariale et opportunités de Crédit Mutuel Asset Management, Jean-Louis Delay, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Avec nous également Eric Turgeman, co-directeur de la gestion collective chez Ophi Invest Asset Management. Bonjour Jean-François. Alors, ils sont deux en plateau et ça s'appelle le G3. Il y a donc un troisième d'ordinaire. C'est Frédéric Leroux qui est actuellement avec des conseillers en gestion de patrimoine sur un bateau. Et donc, avec nous, nous avons Kevin Tozé, membre du du comité d'investissement de Carmignac. Kevin, bonjour. Bonjour. Juste, Kevin, un petit clin d'œil. Parce que grosso modo, chaque fois qu'on fait des duplex, c'est avec vous. La dernière fois, vous étiez à Stockholm. Aujourd'hui, vous êtes où? Alors aujourd'hui, un peu plus au sud, je suis à Zurich aujourd'hui, donc un grand bonjour de Zurich où il y a un grand soleil. Voilà, c'est l'été ici aussi. Parfait, merci beaucoup. On est donc ensemble pour conclure cette émission pendant une trentaine de minutes. On va commencer, si vous le voulez bien, par essayer de faire un état des lieux de ce qui s'est passé au premier semestre. Et messieurs, pour faire cet état des lieux, j'ai repris l'émission précédente. Et dans l'émission précédente, je vous avais posé une question, aux uns comme aux autres, en vous disant quel est pour vous l'indicateur clé à regarder sur 2023. Je vais commencer avec vous, Eric Turgeman. Vous nous aviez répondu, les bénéfices des entreprises, où en est-on? Ils ont été excellents, les bénéfices publication 2022, et puis même le premier trimestre 2023, et même les perspectives pour 2023. Donc ils sont très bons. Je pense d'ailleurs que le marché a progressé en début d'année. Comment on l'explique?
Parce qu'un environnement inflationniste, en général, c'est pas très bon pour les marges. Oui, alors sauf qu'ils ont réussi, les entreprises ont réussi à préserver leurs marges, elles ont monté les prix et sans diminuer tant que ça finalement les ventes. Après, les ventes ont été inflatées un peu. L'inflation, quand il y a de l'inflation, le chiffre d'affaires monte un peu. C'est ce qui s'est passé. Et elles ont réussi à répercuter les coûts notamment les coûts de l'énergie, parce que leurs clients ont suivi, quoi. Ça, c'était pas forcément prévu. Jusqu'à quand, on verra, mais pour l'instant, ils sont même embêtés. Les entreprises sont embêtées parce qu'elles ne voient pas de ralentissement. Alors, elles prennent leurs précautions en disant ça risque d'arriver, etc. Et pour l'instant, c'est très très bon. Ok, donc ça c'était une bonne nouvelle. Jean-Louis Delouet, vous nous aviez répondu. L'indicateur à regarder, c'est l'inflation aux États-Unis. Oui, effectivement. Alors de ce côté-là, il y a plutôt une bonne nouvelle également, puisqu'on a passé le pic d'inflation qui était entre 8 et 10% en fin d'année dernière, et qu'aujourd'hui, on est dans une zone entre 4 et 6%, grâce principalement à deux facteurs, la baisse du prix des matières premières, industrielles, agricoles, énergétiques, et puis aussi la baisse des prix des coûts logistiques. Ça, c'est d'ailleurs traduit par une amélioration des chaînes d'approvisionnement. Donc, plutôt des bonnes nouvelles sur ce front de l'inflation aux États-Unis, ce qui a permis de stabiliser un peu les taux longs. Et effectivement, ça a été un facteur de soutien des marchés d'actions et des actifs risqués d'une façon générale. Kevin, vous allez avoir une mission compliquée parce qu'il va vous falloir assumer les propos de Frédéric Leroux. Alors, Frédéric nous avait dit la fois précédente, l'élément à regarder, alors je vais l'expliciter un tout petit peu, il nous avait dit la réaction des marchés de taux à la désinflation américaine. Grosso modo, je rappelle que le scénario qu'il nous avait vendu, c'était de dire l'inflation a monté, elle va baisser, elle remontera derrière. Et donc le premier élément qui sera important, ça sera de voir comment les marchés vont réagir au fait que l'inflation se calme aux États-Unis. Quel point là-dessus peut-on faire ? Alors, on peut en faire plusieurs. C'est-à-dire que sur les taux, il y a quand même plusieurs points de courbe sur les taux d'intérêt. Et je suis tout à fait solidaire des propos de Frédéric. C'est que ce qu'on a vu sur les 5-6 derniers mois, c'est qu'on a bien vu une baisse des taux longs, d'ailleurs, qui a aussi été une forme de support pour les marchés d'actions, et notamment les marchés d'actions les plus sensibles aux taux, au premier rang desquels le secteur technologique américain. Donc, on est bien dans cette phase de baisse des taux longs, et quand bien même, il y a pu avoir des évolutions sur les taux courts, qui eux sont plus sensibles à ce que va faire la Réserve fédérale américaine. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Donc, on est bien dans ce contexte-là où on a bien ce rythme de désinflation qui continue à peser sur les taux longs, donc des phénomènes d'aplatissement de courbe des taux d'intérêt, et même quand il y a, on va dire, des meilleures nouvelles que ce qu'on pouvait attendre, comme ce qu'on a pu voir vendredi dernier sur le front de l'emploi américain. Donc même quand il y a des perspectives de remontée des taux courts et des taux directeurs, les taux longs touchent une forme de plafond. Question, Kevin, vous êtes en train de parler de bonnes nouvelles. Est-ce que finalement, on pourrait pas résumer le semestre avec ces deux mots, bonnes nouvelles? On a attaqué le semestre complètement flippé. Et finalement, on a quelque part été rassuré pendant tout le semestre. Alors c'est vrai que la séquence qui s'est, si on fait le déroulé mois par mois, pour ce que ça vaut, c'est vrai qu'on a attaqué le mois de janvier avec ce fameux conte de fées, qui dans notre jargon on appelle ça Goldilocks, donc boucle d'or, avec plutôt des nouvelles de résilience sur le front de la croissance économique, et puis des bonnes nouvelles sur le front de la désinflation. Ensuite, quand on a avancé dans l'année au mois de février, on avait cette théorie économique du no landing, donc du non atterrissage de l'économie, une économie qui ne ralentirait jamais. Et puis après, on a eu toute la problématique autour des banques régionales américaines, et donc les craintes de fissures dans le système. Et puis là, on a encore eu vendredi dernier, encore une fois, ça a remis de l'eau à ce moulin-là du non-atterrissage de l'économie américaine, parce qu'on a un marché de l'emploi qui reste quand même tendu. Alors après, quand on regarde un peu plus sous la surface, il y a, on va dire, à boire et à manger, et chacun peut voir midi à sa porte. Ok, Jean-Louis, dans les autres éléments qu'on a, en plus de ceux qu'on a cités, qu'est-ce qu'on peut dire qui a justifié la bonne tenue des marchés actions sur le semestre? Alors, nous, si vous nous rappelez, quand on s'était vu en janvier, on était revenu un peu plus constructif sur les actions européennes, pour deux raisons principales. Premièrement, effectivement, le redémarrage de la Chine avec la fin de la politique zéro Covid qui nous semblait un élément majeur
pour soutenir la croissance européenne, sachant qu'on a beaucoup d'exportateurs européens qui font beaucoup de business en Chine. On peut parler de l'automobile en Allemagne, de l'industrie, des machines-outils, le luxe, etc. Enfin, on les connaît bien. Donc ça, c'était quand même une très bonne nouvelle pour l'économie européenne. Et puis, deuxième bonne nouvelle, c'était cette crise énergétique avec des prix de l'énergie qui commençaient à quand même bien refluer en Europe, qui pénalisait la production industrielle et les industriels européens. Et ça, c'était en train de s'améliorer. Donc ça nous semblait, sur le niveau de 6400 points fin décembre, quand on avait eu un creux de marché, intéressant de revenir sur les actions européennes à ce moment-là pour ces deux principaux moteurs de performance qui se sont effectivement bien mis en place sur la première partie de l'année. Il y a quand même une question, Eric Turgeman, qui interpelle quand même tout le monde, c'est la tenue de la consommation. Dans un environnement effectivement inflationniste, traditionnellement, la consommation morfle fortement. C'est pas le cas. Comment vous l'expliquez ? Il y a plusieurs raisons. Le taux de chômage est bas, quand même. Ça, c'est un peu partout. C'est aussi une grande surprise. D'ailleurs, la Réserve fédérale souhaitait qu'il monte. C'était d'ailleurs assez étrange comme propos, mais il souhaitait qu'il monte. C'est pas le cas. Donc, le chômage est bas. Ensuite, il y a eu pas mal d'épargne pendant le Covid. Bon, on peut se demander jusqu'où cette épargne va tenir. Mais donc là, voilà. Donc, les ménages dépensent. Moins de chômeurs, de l'épargne. Voilà, donc ça tient. Et puis, quelque part, les salaires qui commencent à suivre. Donc, voilà, c'est le mécanisme de l'inflation, d'ailleurs. Donc, ça, c'est Est-ce qu'il n'y a pas quand même de grandes différences selon les secteurs, notamment sur le pricing power? Je pense notamment au luxe. Est-ce que finalement, les populations qui peuvent éventuellement être impactées par l'inflation ne sont pas celles qui correspondent aux boîtes qui sont dans les indices? Si, mais ça c'était un débat qu'on avait eu. Moi, je pense que les grands indices sont des indices de gens riches, entre guillemets. C'est-à-dire que sur les 8 milliards d'habitants, s'il y a 10% de la population qui est complètement immune à ce qui se passe, ça suffit pour faire vivre les sociétés du CAC 40 et de l'Eurostoxx 50. Donc, il y a un peu une dichotomie entre les indices et les entreprises des indices. Je pense même pas au luxe, parce que ça, n'en parlons pas. Enfin, elles sont complètement insensibles. Mais même les autres, relativement. Et puis, le tissu économique qui souffre, des PME qui souffrent. D'ailleurs, c'est les grands indices des grandes sociétés qui ont grimpé, pas les mid-cap. Donc là aussi, on voit, alors il y a des questions de flux aussi, mais on voit bien qu'il y a une dichotomie et que toutes les sociétés s'en tirent pas de la même manière. Je rebondis sur ce que vous venez de nous dire, Eric. Kevin, vous nous avez tout à l'heure glissé une petite phrase en disant, quand on regarde dans le détail, on voit de vraies différences. Le marché, il progresse globalement ou seulement certains pans du marché arrivent à se distinguer? Alors, ce qu'on a eu, on va dire, jusqu'à le milieu de la semaine dernière, c'est qu'on a eu quelques grandes valeurs et très grandes valeurs qui ont tiré les indices, notamment les indices d'actions américains. Donc, depuis là aussi, on va dire là aussi ce risque de récession qui ne cesse d'être décalé dans le temps, parce que ça aussi c'est quand même ce qui a caractérisé, je crois, le premier semestre de cette année, c'est que cette récession, eh bien voilà, il y a 12 mois de ça, les économistes, le consensus, la mettait au premier semestre de cette année, puis ça a été décalé au troisième trimestre, puis au quatrième, etc. Ce qu'on a eu avec aussi les chiffres de bonne tenue de l'économie, notamment de l'économie américaine, c'est qu'on a, on va dire, une reprise du marché, en tout cas un élargissement des sociétés qui portent le marché. Donc ça se résume pas à quelques 4-5 grandes entreprises américaines. Parfait. Allez, on a fait le bilan de ce premier semestre qui en fait n'est pas tout à fait terminé puisqu'on est début juin. On va maintenant essayer de regarder un peu ce qui va se passer dans l'actualité, c'est-à-dire la semaine prochaine. Ça va bouger au niveau des banques centrales. On va regarder ça. Déjà, on va faire un tout petit tour de table très rapide. Je vous demande une réponse en oui ou non. Est-ce que le pic d'inflation est derrière nous? Jean-Louis Delay. Pour moi, oui. L'inflation est derrière nous, on a fait les 8-10% et on ne va pas y retourner rapidement. Eric Turgeman. Le pic, oui. L'inflation, non. Alors, le pic, oui. L'inflation, non. Kevin, vous répondez quoi à vous? Eh bien, je suis pleinement solidaire avec Frédéric Leroux et donc le premier pic d'inflation est derrière nous, mais il faut faire attention à ce qui pourra se passer dans la séquence qui suivra et notamment sur 2024 et 2025. Alors du coup, ça nous amène à la question suivante. Quelle décision faut-il attendre de la part de la Banque centrale et de la Fed? Votre regard, Kevin, depuis Zurich. Alors aux États-Unis, alors c'est la première réunion. Si on suit la séquence chronologique de la semaine prochaine. Aux États-Unis, on s'attend. Comment? Réunion 13-14 et BCE c'est le 15. Oui, c'est ça, exact.
Exactement. Donc, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une remontée de taux d'intérêt. Donc, voilà, si on doit faire une allusion, un clin d'œil au titre de l'émission d'aujourd'hui, c'est pas stop ou encore, c'est stop, pause ou encore. Et on penche plutôt pour une pause pour cette réunion du mois de juin, ce qui permettra de donner à la Réserve fédérale américaine et à Monsieur Powell un peu de temps pour apprécier davantage justement l'impact qu'a eu ce cycle de remontée de taux d'intérêt absolument massif sur l'économie américaine. Donc ça, c'est important. Et on peut, ouais. Et donc sur la BCE, pour le coup, on s'attend bien à ce qu'il y ait une hausse de taux d'intérêt au mois de juin. Donc il y en aura une autre au mois de juillet. Au mois de septembre, c'est pour nous moins acté. Là aussi, il me semble que on peut quand même saluer le travail de la Banque centrale européenne qui, pour l'instant, a réussi à mener ce cycle de resserrement monétaire sans qu'il y ait eu de casse. Et pourtant, on disait que c'était la moins prête à pouvoir, en tout cas que l'économie européenne était la moins prête à pouvoir digérer un cycle de hausse de taux. Et Dieu sait qu'il a été extrêmement sévère. Éric Turgeman, quelle prévision sur les décisions de la Fed et de la BCE? Un peu comme ce que vient de dire mon collègue. Je vous challenge. Ouais. Parce que la Fed bougera pas. Les marchés, les prévisions, grosso modo, nous disent ça. Et puis on a l'impression qu'il y a une très grande volatilité dans les anticipations et que quand on regarde les derniers indicateurs, les gens ils se disent mais finalement il va peut-être continuer à en mettre 25. Il y a une grande volatilité parce que la Fed et la BCE sont data dépendantes et ils le disent eux-mêmes. Donc ils réagissent à chaque donnée qui peut être tout à fait volatile. Maintenant, la Fed, elle n'a pas intérêt à remonter encore une fois. De toute façon, elle a prévenu plus ou moins qu'il y aurait une pause. Elle n'a pas dit que ce serait la fin. Elle a prévenu que ce serait une pause. Donc, quel intérêt elle aurait à jeter de l'huile sur le feu encore en faisant... Donc, non, je pense pas ce coup-ci, mais enfin, il y en aura peut-être encore une la fois suivante. Quant à la BCE, clairement, c'est pas fini. Enfin, il y a encore 2 hausses à venir. Et puis, Christine Lagarde, que j'ai entendu ce matin, disait clairement que l'inflation n'est pas complètement éteinte. Donc on n'est pas à la fin de la hausse des taux. On voit le bout du tunnel, mais c'est pas encore la fin. Jean-Louis. Moi, je suis assez aligné avec ça, avec mes confrères. Effectivement, peut-être une hausse des taux, soit en juin, soit en juillet, la Fed, en fonction des données qui seront publiées d'ici là, et probablement après un plateau assez long pour voir l'impact. On a quand même remonté déjà de 500 points de base depuis mars 2022 les taux aux États-Unis. Donc à un moment donné, il y a un impact qui se met en place. Et sur la BCE, effectivement, 2 hausses de taux à venir. On est un peu en retard. Et là aussi, peut-être on va attendre l'été pour voir quels sont les impacts sur l'économie. Ok, Kevin. Ouais, il y a quand même, sur on va dire la politique de durcissement monétaire de la Réserve fédérale, il y a quand même une séquence qu'on n'a pas mentionnée, c'est que il y avait jusqu'à il y a de ça quelques semaines un marché qui anticipait qu'il y aurait des baisses de taux à compter de l'été aux États-Unis. Et ça, quand même, la communication de la Réserve fédérale américaine a permis à ce que les opérateurs de marché, à ce que les investisseurs, effacent ces perspectives de baisse de taux, en tout cas les décalent dans le temps. Et là aussi, c'est-à-dire que plutôt que de remonter les taux de 25 points de base, elle a déjà effectivement, en quelque sorte, durci les conditions financières et durci les conditions de crédit en effaçant ces perspectives de baisse de taux du marché. Jean-Louis, pardon. Est-ce que finalement, on voit bien qu'il y a un resserrement bancaire de la distribution de crédit partout à travers le monde. Est-ce que ça donne pas aussi un peu des marges de manœuvre aux banques centrales? Parce que finalement, ça réduit aussi la liquidité et donc ça vaut quelque part un peu resserrement monétaire. C'est vrai qu'il y a aussi, on parle toujours des hausses des taux, mais il faut aussi évoquer la taille du bilan, qui est très importante, parce qu'il n'y a pas seulement le niveau des taux, mais il y a aussi l'injection de liquidité dans le système bancaire via la taille du bilan des banques centrales. Et là, on est quand même dans une phase, normalement, de diminution de la taille des bilans. Alors, c'est vrai que ça a été un peu remis en cause en mars, au moment de la crise des banques régionales américaines, où la Fed a tout de suite réinjecté beaucoup de liquidités dans le système bancaire américain pour éviter un approfondissement de cette crise. Et ce point dès la crise des banques régionales américaines, c'est aussi un frein à ce que la Banque centrale américaine monte trop ses taux d'intérêt, parce qu'elle voit bien que ça peut avoir un impact sur le système bancaire local américain qui finance l'économie régionale. Donc c'est un point à surveiller. Ok, donc risque de rupture. Kevin, je viens vers vous. Vous nous rappeliez le mouvement de bascule qui avait permis à quelque part à la Fed de changer les anticipations des marchés sur ce phénomène de baisse des taux. Moi, j'aimerais vous entendre sur un sujet, parce qu'on est là, on fait des émissions trimestrielles pour suivre l'actualité, mais on essaie de ne pas être le nez dans le guidon.
Et il y a des élections, il y a notamment la présidentielle en 2024 aux États-Unis. Alors certes, c'est dans 1 an et demi, mais 1 an et demi, c'est quand même demain. Est-ce que ça peut impacter et quelque part, est-ce que c'est intégré par la Fed dans sa réflexion? Parce qu'en général, ça fait mauvais genre d'intervenir fortement sur la politique monétaire quand on est en pleine élection. Oui, clairement. Après, la Réserve fédérale est une entité, on va dire, indépendante de l'administration américaine et de la présidence américaine. Pour autant, ça n'empêche pas de finir par devenir ministre derrière. Exactement. Et pour autant, quand on a un seul donneur d'ordre, contrairement à Mme Lagarde, qui en a elle de nombreux, sans doute que ça aide pas, on va dire, à l'indépendance de cette institution. On va peut-être un petit peu loin, mais en tout cas, dans la séquence qui va suivre, il nous semble que si en effet on a bien, on va dire, ces pressions récessionnistes qui arrivent, une hausse du taux de chômage, ce sera sans doute très compliqué pour Monsieur Powell de garder une politique monétaire très restrictive en pleine période électorale. Et donc il y a bien ce risque qu'il cède à cette pression-là, alors même que l'inflation américaine, alors nos estimations chez Carmignac, c'est qu'elle sera toujours autour de 3% pour l'inflation cœur sur le premier trimestre de 2024. Et donc on est bien une forme de pivot, de retournement monétaire, de mouvement on va dire d'apaisement monétaire, alors même que l'inflation soit encore présente. Et donc ce risque de voir l'inflation qui revient. La politique monétaire, en fait, elle a remonté très fortement, mais c'était finalement assez récent. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que ça a commencé à se transmettre à l'économie ou pas ? Oui, quand même un peu. Enfin, de toute façon, les chiffres macro, on commence à les voir, les PMI, commencent quand même à faiblir. Donc, oui, ça s'est transmis. Et puis le resserrement du crédit. Et puis de toute manière, si les taux montent, à un moment donné, vous en prêtez moins. On le voit sur l'immobilier, par exemple, en France, mais pas qu'en France. Donc, oui, enfin là, ça a porté ses fruits. Il y a ralentissement, mais alors en revanche, et c'est ça qui est surprenant. La macroéconomie nous dit qu'il y a ralentissement et la microéconomie ne nous le dit pas. Voilà. Il va falloir réconcilier tout ça à un moment donné et je pense que ça sera l'enjeu des semaines à venir. La microéconomie ne nous le dit pas parce que les entreprises ne voient pas du tout de ralentissement. Ok, si on reste sur la macro, vous craignez une récession ou pas? L'Allemagne est en récession. Est-ce que vous dites, Kevin le disait tout à l'heure, on n'a fait que la repousser. Est-ce que vous l'annulez ou est-ce que vous êtes encore en train de vous dire qu'elle va finir par arriver? Récession non, ralentissement oui. Alors après, ça dépend de ce qu'on appelle récession, mais on va avoir une croissance mondiale entre 2,5 et 3%. C'est beaucoup plus que ce qu'on estimait il y a encore 6 mois. Donc fort ralentissement. Pour qu'il y ait récession, il faut qu'il y ait des taux de chômage qui montent fortement. C'est pas le cas aujourd'hui. Kevin, je vous renvoie la balle. Vous nous aviez dit on a fait que la retarder. Aujourd'hui, vous y croyez encore ou pas? Oui, nous on a dans le scénario une récession aux États-Unis pour le dernier trimestre de cette année, avec 2 principaux, on va dire, mécanismes de transmission. Le premier, c'est le durcissement monétaire, qui là aussi veut dire un durcissement du crédit. On le voit, c'est-à-dire qu'on a des enquêtes, par exemple, d'officiers de crédit, de directeurs de crédit dans des banques, qui disent quoi? Qui disent bien qu'ils sont en train de durcir l'accession au crédit. Pourquoi? Parce que ça coûte plus cher d'emprunter et parce que les perspectives économiques sont moins bonnes. Et donc, quand on est un opérateur bancaire, on est moins velléitaire à prêter. Donc ça, c'est un mécanisme de transmission. Et puis le deuxième, c'est que on a parlé des entreprises et du fait que dans cette vague de hausse des prix, dans cette vague inflationniste, les entreprises avaient réussi à préserver leurs marges. Il y a quand même une question dans cette phase, on va dire, de désinflation, c'est que qu'est-ce que vont faire les entreprises? Est-ce qu'elles vont faire ce qu'elles font typiquement en période de moins de croissance économique, c'est-à-dire qu'elles vont tendance à mettre en place une guerre des prix, et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour les marges des entreprises. Et comment est-ce qu'elles font pour défendre leurs marges? Elles investissent moins, elles recrutent moins, et donc ça aussi, c'est un autre mécanisme de transmission, on va dire, ou un autre risque qui pèse sur la croissance américaine. Jean-Louis Delay, récession ou pas récession? Non. Nous, on est plutôt sur on voit la bouteille à moitié pleine, dans la mesure où il y a effectivement l'emploi, le taux d'emploi qui reste solide, à la fois aux États-Unis, en Europe, on a des taux de chômage qui sont relativement bas d'un point de vue historique. Et deuxième point, sur la croissance mondiale globale, on a un objectif de croissance chinoise cette année de 5%. Alors, on part d'une base déprimée en 2022, puisqu'il y avait cette politique zéro Covid, confinement, etc., qu'on a connue. Et on voit bien alors on a fait déjà plus 4% en premier trimestre, ça sera peut-être un peu moins en deuxième trimestre. On parle d'un plan de relance, entre autres dans l'immobilier en Chine, qui serait peut-être annoncé en juillet, à voir. Mais donc, pour nous, le moteur de la croissance mondiale va être les pays émergents cette année. C'est pas l'Europe, c'est pas les États-Unis, mais globalement, on doit avoir
quand même une croissance mondiale qui se tient à peu près. Ça va pas être une très bonne année, très clairement, mais pas de catastrophe. Ok, ça fait 21 minutes qu'on est ensemble. On va parler maintenant, on va faire un zoom sur quelques secteurs. Action, on a quand même un peu le sentiment qu'on est sur une ligne de crête. On a dit que le premier semestre avait été marqué par tout un tas de bonnes nouvelles. Kevin nous a dit qu'il pourrait y avoir des inquiétudes sur la capacité des entreprises à tenir leur marge dans un environnement où il pourrait se faire une guerre des prix dans une moindre croissance. On va regarder quelques secteurs. Je vous fais parler de la value, parce que c'est votre dada historique. Qu'est-ce qu'on peut en penser? C'est pas cher, comme d'habitude. C'est pas cher. C'est-à-dire que le marché action, il price quand même une récession, puisque on a toutes les valeurs automobiles, banques, etc., qui sont complètement au tapis. Bénéfices veulent plus rien dire, on paye 2, 3, 4 fois les bénéfices. Et puis de l'autre côté, les valeurs défensives, de croissance, etc., qui sont à 25, 30 fois. Donc ça veut dire que les marchés considèrent que les taux ne monteront plus, que comme les taux sont bas, les valeurs de croissance, c'est normal qu'elles aient des PE très élevés et qu'il va y avoir un fort ralentissement et qu'on risque d'avoir même des pertes dans ces secteurs. Moi, je trouve que c'est exagéré, voilà, mais bon, ça on peut. Le problème de la value, c'est que vous pouvez le dire pendant 10 ans. Un de ces quatre, ça se corrige. Il faut être très très patient et puis il n'y a pas de prix, quoi. Voilà, ça dépend de votre scénario. Si vous croyez à une récession très dure, alors il faut pas être dessus parce que les opérateurs regardent plus les PE et considèrent que les bénéfices vont s'effondrer. Ok. Moi, je pense que il y a de la valeur. Ok. C'est d'ailleurs le nom de la, c'est d'ailleurs le nom de la classe d'actifs. Kevin, je viens vers vous parce que Jean-Louis nous parlait il y a cela quelques instants de la Chine. Économiquement, ça peut être utile pour la croissance mondiale. En tout cas, boursièrement, c'est pas fun. Alors non, boursièrement, c'est pas fun. Et pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup d'espoir qui était mis sur cette épargne excédentaire, et de se dire que voilà, aux mêmes causes, les mêmes effets, et que le consommateur chinois allait allègrement dépenser toute cette épargne accumulée pendant ces 3 années de Covid. Ça s'est pas fait. Pourquoi? Parce qu'on est quand même pas tout à fait dans la même situation. C'est-à-dire que si je regarde le prix moyen du mètre carré dans des grandes villes en Chine sur les 18 derniers mois, il a baissé de 10%. Si je regarde les marchés d'actions locaux, donc ceux qui sont détenus par les Chinois eux-mêmes, ils sont en baisse de 20% sur cette même période. Et le taux de chômage, il est passé de 10% pour des jeunes, il est passé de 10% à 20%. Et donc, voilà, je caricature un petit peu, mais enfin bon, si moi-même, on va dire, le prix de mon appartement a baissé de 10%, mon portefeuille d'épargne a baissé de 20%, et un de mes fils va pas trouver de travail pendant un moment, je serai moins sensible, moins velléitaire à dépenser. Donc ça, c'est quand même ce qui s'est passé pour le moment. Ce qu'on peut espérer, c'est qu'il y ait quand même des mesures de relance qui soient annoncées sur le front de l'immobilier, des mesures de soutien de l'économie, des baisses de taux, et d'autant plus dans un contexte où l'inflation chinoise, c'est pas du tout la même que l'inflation en zone euro, en Angleterre ou aux États-Unis. Donc ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors après, sur les marchés chinois, il y a cette perspective de relance. Il y a quand même, il me semble, un autre facteur de soutien, et ça peut faire le lien avec avec la value, c'est qu'on est quand même sur des niveaux de valorisation qui sont extrêmement bas. On est sur des ratios cours-bénéfice autour de 8 fois. On a vu ces niveaux-là, on va dire 2 fois sur les 10 dernières années. C'était au cœur de la crise Covid. Et puis début 2016, quand il y avait des craintes très fortes sur la croissance mondiale. Donc c'est un vrai, on va dire, réservoir de performance, d'autant plus qu'il y a un positionnement qui est quand même extrêmement léger de la part des investisseurs globaux sur cette classe d'actifs, en tout cas sur ces marchés d'actions chinoises. Allez, alors maintenant, séquence allocation d'actifs très rapide. Je vais vous demander vos choix. On commence par les marchés de taux. Où est-ce qu'on cherche aujourd'hui de la valeur du côté des obligations? Je commence avec vous, Jean-Louis Delay. Alors, nous, il nous semble que les taux 10 ans sont dans une fourchette 3,40, 4%. Donc, l'idée, c'est quand on se rapproche du haut de cette fourchette, c'est-à-dire vers la zone 3,84. Les États-Unis. Aux États-Unis, oui, on parle des États-Unis, effectivement, merci, de remettre de la sensibilité, d'acheter, de renforcer les obligations américaines quand on est dans ce haut de range, dans la mesure où on n'attend pas non plus une croissance économique aux États-Unis très forte et booming ce prochain semestre. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième classe d'actifs qui nous semble intéressante, toujours, et on a lancé des fonds qui ont assez bien collecté sur ce sujet-là, tout ce qui est investment grade en Europe. On a aujourd'hui des rendements qui sont redevenus attractifs sur cette classe d'actifs, avec un risque assez limité, dans la mesure où là, on est sur des corporates de grande qualité, avec des bilans solides et des modèles économiques résilients souvent. Donc ça, c'est intéressant.
Troisième classe d'actifs qui nous semble intéressant sur l'obligataire, les obligues inflation, zone euro par exemple, on a des points morts qui sont autour de 2,40. On voit que l'inflation est quand même sur un niveau bien supérieur aujourd'hui sur la zone euro, ça va sûrement encore baisser, mais enfin, il nous semble que en diversification, c'est une classe d'actifs qui vaut le coup. Eric Turgeman. En fait, par rapport à l'an dernier, maintenant le TINA n'est plus, c'est-à-dire qu'il y a des alternatives au marché action. Donc TINA, there is no alternative. Voilà, maintenant, there is alternative, donc il y en a. Le marché à yield paye pas mal et à ces niveaux de rendement, ça permet d'avoir un ou deux défauts dans un portefeuille, on va dire, ou de voir une petite montée des taux d'intérêt, parce qu'il y a du carry, il y a du portage. L'investment grade aussi, alors là, il y a encore moins de risques. Et il y a du portage, donc c'est pour ça qu'on est plus positif sur les marchés obligataires, parce que il y a on est payé. Allez, parce que c'est vous, les convertibles. Ah bah aussi. Les convertibles, c'est intéressant. Aussi, il faut que ça bouge. Ouais, la convexité, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Kevin, les solutions chez Carmignac sur la partie taux. Alors sur la partie taux, on a quand même, je crois que c'est aussi un des marqueurs de cette année 2023, c'est qu'on a le retour de l'anticorrélation, donc des mouvements inverses entre les prix des obligations bien notées et des obligations, on va dire, plus risquées. Donc on marche à nouveau sur nos deux jambes quand on gère un portefeuille obligataire ou même un portefeuille multi-actif. Donc des obligations d'État, oui. Pourquoi ? Parce que justement, s'il y avait ces craintes de récession qui devaient être plus prégnantes ou qui devaient s'accélérer, c'est bien d'avoir un actif défensif en portefeuille, plutôt sur des maturités longues, donc 10 ans, 30 ans, en termes, on va dire, des obligations, des taux nominaux et des taux réels, donc des indexés inflation aussi, justement, si jamais on a ce risque de voir l'inflation revenir. Donc ça, c'est, on va dire, une jambe de ce portefeuille obligataire, et puis l'autre jambe du portefeuille obligataire, c'est les marchés du crédit. Pourquoi ? Parce que là aussi, si on regarde un petit peu sous la surface, on a certains pans du marché du crédit qui intègrent déjà, en tout cas qui ont des niveaux de rendement qui sont quasiment à deux chiffres, et donc qui ont des niveaux de rendement qui intègrent déjà cette récession et ce ralentissement de la conjoncture économique. Pensez au secteur de l'énergie, au secteur bancaire avec ce qui s'est passé aux États-Unis ou ici en Suisse, et puis d'autres classes d'actifs un peu plus spécifiques, type du crédit structuré. Et donc là aussi, quand on a des rendements à deux chiffres sur les marchés du crédit, ça veut dire qu'on peut justement digérer de la volatilité, comme c'était dit par Eric, digérer des taux de défaut si jamais ces derniers devaient remonter. Kevin, crédit structuré, c'est notamment Carmignac Crédit 2027 dont nous a parlé tout à l'heure Nadine Trémolière dans son allocation. Alors, c'est un fonds, Carmignac Crédit 2027, c'est un fonds à maturité, donc c'est des obligations qu'on va porter jusqu'à maturité, donc en l'occurrence jusqu'à 2027, et dans lequel on a des obligations corporate traditionnelles et aussi d'autres instruments comme du crédit structuré adossé non pas à de l'immobilier vu ce qui s'y passe et les questions qu'on peut avoir sur l'immobilier américain et notamment l'immobilier commercial, mais qui s'adosse à des prêts à des entreprises. Allez, Kevin, je reste avec vous, je vous demande une réponse en un mot. Stop ou encore sur les actions, stop ou encore ? Encore, clairement. Merci. Jean-Louis ? Alors, non, un mot. Alors, stop à court terme. Ok. Mais Eric, stop. Ok. Alors, stop, ok, ça veut dire légère sous pondération. Qu'est-ce qu'on privilégie ? En deux mots. Le reste. Parmi les actions. Parmi les actions, quand même. Vous nous dites, on en met moins que ce qu'on est censé en mettre, c'est le stop. Oui. Parce que c'est pas zéro. On sait comment on gère, donc on sait qu'on fait pas des grands coups de barre. Donc, ça veut dire sous-pondéré. Qu'est-ce qu'on privilégie ? Attention au gigapa cap qui se paye à 30 ou 40 fois les bénéfices, qui ont tiré tous les indices, ça paraît assez dangereux. Donc, voilà. Ok. Vous, Jean-Louis, vous nous dites stop. La dernière fois, vous nous aviez dit on est revenu à pondération. Ça veut dire que vous êtes repassé en dessous ? On vient de repasser en dessous sur l'Europe. On garde des positions. Alors, on pense qu'il faut acheter les creux. C'est-à-dire que si on a un repli cet été, ça sera l'occasion de revenir pour nous. Là, c'est tactique. L'idée, c'est qu'on a encaissé 16% sur l'Eurostock 50 depuis le début de l'année. Il est temps de faire une pause, mais avec l'idée de revenir tactiquement. Et par ailleurs, sur les actions émergentes, ça nous semble intéressant, comme ça a été dit par Kevin. Ça, on garde une surpondération. Les actions japonaises aussi marchent bien. Là, on est aussi assez convaincu. Kevin, vous êtes le seul à avoir dit encore, et quand je relis les choses dans l'histoire, je lis ça comme disant le marché ne voit pas encore le prochain pic d'inflation.
Pas seulement, je crois qu'il y a quand même, on parle de ce risque de récession, c'est quand même, voilà, comme c'est dit assez souvent, c'est la récession la plus attendue jamais, quoi. Hein. Donc là aussi, il me semble que tant qu'on a, on va dire, des indications, qu'on a bien une forme de ralentissement économique, qu'on n'a pas trop de mauvaises nouvelles de ce côté-là, et que bien le rythme de désinflation il continue à se faire sans surprise haussière, bien il y a quand même cette ligne de crête que devraient pouvoir suivre les marchés d'actions sur un horizon d'un trimestre ou deux. Donc ça c'est ça justifie d'avoir des actions dans un portefeuille, et notamment parce que là aussi il me semble que le consensus c'est d'être très peu positionné sur ces marchés d'actions. Donc ça c'est quand même un facteur de soutien important. Et sur les secteurs, après, il n'y a pas de complaisance pour autant. Je crois qu'il ne faut pas être investi sur des secteurs qui sont trop sensibles au cycle économique, et donc plutôt sur des secteurs défensifs. Hein. Tout n'a pas monté non plus cette année. On a des secteurs comme le secteur de la santé, par exemple, qui est plutôt en retrait. C'est plutôt sur ce type de secteur-là qu'on va se positionner, ou sur certains pans du secteur de la consommation. Allez, on déborde un tout petit peu niveau timing, mais on va quand même essayer de faire un tour complet. Question, et donc je vais rester avec vous, Kevin. Matières premières. C'est un sujet qui est souvent traité chez Carmignac. Aujourd'hui, il faut en avoir, il faut pas en avoir. Et pourquoi il faut en avoir? Pour la croissance ou pour la diversification? Si on suit cette séquence que je décrivais, moins de croissance économique, ça veut dire a priori pas avoir trop de matières premières. Pour autant, si on a bien ces mesures de relance en Chine, ces mesures de soutien sur le secteur immobilier, c'est quand même une bonne nouvelle pour tout un pan des matières premières. On a aussi un sous-investissement absolument massif sur certaines valeurs et sur certains secteurs, notamment dans le secteur énergétique, typiquement. Donc avec les mesures qui ont été annoncées par exemple ce week-end par notamment l'Arabie Saoudite de réduire sa production. Pour l'instant, ça se voit pas trop encore sur l'impact sur les cours du pétrole. Pourquoi? Parce qu'il y a des questions sur la demande avec ces perspectives de ralentissement économique. Mais quand cette demande-là, elle va repartir, ce sera un vent arrière extrêmement fort pour le secteur. Jean-Louis Delay, on met de l'or ou on met pas d'or dans les portefeuilles? Moi, je pense que c'est intéressant. C'est un actif de décorrélation, de diversification. Il vous a pas échappé que certaines banques centrales de grands pays émergents sont en train de renforcer cette classe d'actifs dans leurs réserves. Donc, on a un acheteur naturel assez puissant en plus. Donc, l'or nous semble intéressant dans un portefeuille en diversification. Éric Turgeman, on met des matières premières, oui ou non, et pourquoi? Alors oui, on en met parce que c'est sensible à la transition énergétique. Donc nous, on pense qu'indépendamment de récession, pas récession, etc., il y aura une demande de plus en plus forte, une production qui est un peu contrainte. Donc il y a beaucoup de métaux qui sont vraiment nécessaires à cette transition. Donc on pense que ça va continuer à monter. Ok, donc c'est plutôt dans une logique de croissance, en se disant quelque part un secteur dicyclique est en train de devenir un secteur de croissance. Ouais, mais de besoin. Enfin, quoi qu'il en soit, la transition elle est devant nous, elle va s'accélérer. Donc voilà, quel que soit le niveau de l'économie. Allez, ma dernière question, elle sera pour vous. Elle a justement trait à la transition énergétique. Assemblée générale de Total Energy. Vous êtes remonté au front sur le sujet du climat? Oui, régulièrement. On est assez fiers parce qu'on est entendu. Bon, on n'a pas 50% des actions des sociétés du CAC 40, donc c'est pas nous qui allons faire changer les résolutions. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas forcément de conflit d'intérêts avec ces grandes sociétés, donc ça nous permet d'engager. Et puis elles nous écoutent, elles nous parlent. Ça c'est plutôt bien, quoi. Donc voilà, petit à petit, on va pas tout révolutionner, mais on essaye de fédérer et voilà, donc on est plutôt content. Ok, merci beaucoup. Merci Kevin d'avoir été avec nous depuis Zurich. Merci Jean-Louis Delay et Éric Turgeman d'avoir été avec nous en plateau. Merci à vous d'avoir été derrière votre écran de téléphone, de tablette ou d'ordinateur. On se donne rendez-vous le mois prochain et on parlera d'un sujet d'actualité, c'est les SCPI. Et notamment, on parlera de tout ce qui va se passer avec la hausse des taux d'intérêt et les inquiétudes sur les valeurs de part. Bon mois à vous tous. On se retrouve le mois prochain. Salut.